Éducation. Essoufflés et hilars, les deux enfants entrèrent en trombe dans une pièce de l'aile ouest dédiée à leur enseignement théorique. Vilkas et Rose se trouvèrent face à une jeune femme qui ne devait pas avoir plus de 20 ans, avec un sourire joyeux et des yeux pétillants. Même ses cheveux blonds cendrés étaient attachés avec une jolie désinvolture. La pièce était lumineuse et avait divers coins d'études, certains plus confortables que d'autres. La bibliothèque était pleine, et une carte du monde affichée sur l'un des murs de pierre claire prenait une place considérable. Bonjour, Vos Altesses, je suis Madame Bones, et je serai amenée à vous enseigner l'histoire, la géographie, la culture et la politique. En somme, je suis votre nouvelle préceptrice. Vous êtes vraiment apte à faire tout cela interrogea Rose avec un air stupéfait. Crois-tu que le roi vous aurait confié à mon apprentissage dans le cas contraire répondit la jeune femme avec douceur. Si la princesse l'avait blessée, elle n'en montra rien. Pardon, je ne voulais pas être discourtoise, Madame Bones. Seulement, la princesse se tordait les mains mal à l'aise. La préceptrice en fut surprise et attendrie. Elle ne s'attendait guère à tant de sensibilité de la part des héritiers. Ma sœur est seulement impressionnée par votre plan audacieux, Madame Bones, et je le suis moi aussi, s'exclama Vilkas, venant au secours de sa jumelle. Mais je tiens à vous avertir, je vous décevrai beaucoup quand ma sœur vous impressionnera toujours. Les yeux du prince brillaient de malice. Vraiment, répondit Madame Bones avec un petit sourire amusé. Peut-être nous pourrions commencer par voir où sont vos bases, chers enfants, qu'en dites-vous? Je crois que mes meilleures bases sont mon nom, mon charme et mon humour. Votre nourrice vous a forcément enseigné certaines choses plus institutionnelles, j'en suis sûre. Son sourire était doux, mais ses yeux de biche fixaient ceux du prince avec une intensité qu'il ne put ignorer. Soit, soupira-t-il, nous connaissons, disons, nos classiques. L'origine du monde, par exemple, s'enthousiasma Rose. L'histoire du dieu soleil Balsol, de la déesse Gaïa et de la déesse Luna. Pourriez-vous me la raconter demanda la préceptrice avec un sourire doux et encourageant. Vous ne la connaissez pas? Voilà un début assez peu engageant, Madame Bones. Cette dernière eut encore un petit rire, mais ce dernier semblait maintenant légèrement irrité. Je peux la compter, Madame Bones, ce serait un plaisir, déclara Rose en se redressant sur sa chaise, les yeux brillants. Merci, Votre Altesse, je vous en prie. Rose eut un immense sourire et se racla discrètement la gorge pour s'éclaircir la voix. Au début du temps, quand rien n'était né, il n'y avait ni ciel, ni mer, ni rocher, juste un souffle immense, profond, juste un battement, juste un nom. Un souffle, une lumière, une vibration. Trois surgissent de l'un premier, Balsol, l'ardent, flamme aînée, Luna, la brume au voile d'argent, et Gaïa, la chair, cœur du vivant, l'or, le cuivre, l'argent. Balsol réchauffe et féconde, Gaïa enfante et élève le monde. Luna chante pour sa sœur et rythme les os et les cœurs. Rythme, dévotion, ardeur. Gaïa et Balsol formaient l'union sacrée, empreinte de tendresse et de prospérité. Mais Balsol vit Luna sous un nouveau jour et se mit en secret à lui parler d'amour, tentation, désir, détour. Balsol regarde et son regard mord. Il chuchote et ses mots sont forts. Luna résiste, mais le feu est doux, et la lune s'émeut jusqu'à l'égarement flou. Murmure, chute, fruit tabou. De leur faute naquit une lumière amère. Alchémia, fille cachée, première sorcière. Sa magie sauvage et sa flamme mêlée les poussèrent à la faire taire et la cacher. Trahison, remords, destin scellé. Luna n'est plus que silence blessé, la honte goutte à goutte l'a rongée. Elle parle à sa sœur, la douce Gaïa, et le monde s'écroule sous leurs pas. Aveux, douleur, trépas. Gaïa de chagrin se noya dans ses larmes, avec elle ses enfants, jusqu'à la dernière âme. Balsol pris de douleur, frappa, il cria haut, il bannit Luna là-haut dans le ciel clos. Destruction, douleur, égaux. Gaïa se releva dans sa douleur, dit « Tu fus aussi traître, Seigneur ».
Elle réclama pardon pour sa sœur, et le dieu plia devant son erreur. Résilience, voix, cœur. Luna devint chaste, fidèle à la terre, et la nuit lui offrit son menton sincère. Depuis ce jour, la lune veille sur les champs, les femmes et le sommeil. Et quand parfois le ciel s'assombrit, et que le jour soudain devient nuit, Balsol se retire pour marquer sa force de pardon et de pardonner. Souviens-toi, enfant de la terre, que l'amour est flamme et qu'il éclaire, mais que l'amour, quand il trahit, met en cendres tout ce qui brille. Lorsque le silence retomba, Lady Bones se leva doucement, visiblement impressionnée. C'était magnifique. Vous avez une mémoire et une diction admirables, Votre Majesté. Vilkas applaudissait déjà bruyamment. Je vous l'avais dit, moi je suis là pour divertir, par mon humour pendant qu'elle vous charme, par son esprit, avec les poèmes sacrés qu'elle récite comme s'ils étaient les siens. L'ombre et la lumière, les deux faces d'une même pièce, mon prince, que vous pouvez tous deux incarner, répliqua Madame Bones en souriant. Mais peut-être pourriez-vous me montrer ce que vous savez, vous aussi. Vilkas poussa un long soupir et s'effondra sur un coussin. Je peux vous réciter tous les noms des plats du banquet de la semaine dernière, dans l'ordre, par taille et par goût. Intéressant, murmura la préceptrice. Et la rhétorique, savez-vous convaincre? Moi, bien sûr, je peux convaincre un garde de me laisser passer par les portes qui ne me sont pas autorisées, un cuisinier de me donner des pâtisseries et de la viande à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, et ma sœur de lire à voix haute les livres que je n'ai pas la force d'étudier quand je suis trop fatiguée d'avoir fait de mon mieux pour m'amuser toute la journée. Je suis un orateur charmant et vraiment persuasif. Je préfère être une stratège, dit Rose, le regard moqueur. Et moi, je préfère être un hérisson. Comme ça, je peux me rouler en boule quand les leçons deviennent trop longues, et personne ne pourrait m'attraper pour m'obliger à quoi que ce soit. Lady Bones se couvrit la bouche pour ne pas rire trop fort. Elle notait mentalement le style d'enseignement adopté, rigueur douce et humour stratégique. Que diriez-vous de transformer ce que nous venons de faire en une joute verbale? Vous jouez deux chefs de guerre et vous tentez de convaincre votre armée de vous suivre. Les jumeaux se regardèrent, un éclair de complicité passant entre eux. En moins d'une minute, Vilkas était déjà perché sur un banc, brandissant une règle comme un sceptre. Peuple valeureux, suivez-moi, et je vous promets la gloire, le confort et des tartes à la prume à chaque victoire. Rose, debout au centre de la pièce, avança théâtralement vers la porte et se retourna, faisant voler ses jupons et leva le menton d'un air fier. Soldats, choisissez la voie de l'intelligence, de l'organisation et des victoires réelles, pas des tartes imaginaires. Vilkas roula des yeux. Elle est ennuyeuse mais brillante. Suivez-la si vous voulez survivre. Suivez-moi si vous voulez vivre. Les deux enfants éclatèrent de rire ensemble, et Lady Bones décida qu'après tout, il y avait bien des manières d'enseigner, et certaines plus chaotiques étaient parfois les plus prometteuses. Au fil des années, l'éducation des jumeaux prit un rythme soutenu, à la hauteur des ambitions placées en eux. Lady Bones s'imposa comme une figure stable et bienveillante dans leur quotidien, faisant preuve d'une admirable patience face aux caprices de l'un et à l'exigence de l'autre. Elle encourageait Rose à cultiver son esprit analytique et sa soif de justice, tandis qu'elle apprenait à Vilkas à tempérer son arrogance par la réflexion, avec un succès très variable selon les jours. Le jeune prince, vif et espiègle, peinait à supporter les longues leçons de politique, mais brillait dès qu'il s'agissait d'art oratoire ou d'histoire. Il avait le verbe acéré, l'esprit tranchant et un goût marqué pour les provocations. Il développait déjà un charisme naturel qui inquiétait certains maîtres plus traditionnalistes, mais fascinait les Bones. Rose, de son côté, excellait dans les débats, dans l'interprétation des textes anciens et dans la stratégie. Malgré leur complicité indéfectible, les jumeaux évoluaient dans des registres différents. Là où Rose cherchait à comprendre, Vilkas cherchait à séduire, et dans l'ombre de leur apprentissage, un troisième nom venait hanter leur quotidien. Théan, le grand frère, de 5 ans l'aîné de Vilkas et de Rose, observait les progrès de ses cadets avec un mépris à peine voilé. Lady Bones lui laissait aller et venir, Obvoeder étant son mentor dans l'art d'enseigner, et de par son savoir incommensurable, elle lui accordait une déférence supérieure au roi.
Théane ne parlait que très rarement à Rose, comme si elle n'existait pas, ou comme si son statut de femme la rendait indigne d'intérêt. Certes, la gente féminine ne pouvait posséder des biens en nom propre, mais elle pouvait être au même poste, elle pouvait se battre et avait la liberté du choix de son compagnon. Même si, évidemment, une femme était bien plus jugée qu'un homme en cas de comportement volage. La princesse, en retour, le méprisait en silence. Vilkas, lui, le haïssait avec une intensité féroce. Il détestait son air supérieur, son calme glacial, sa manière d'être toujours du côté du roi. Pire encore, Théane ne répondait jamais à ses provocations. Il le regardait de haut, lui lançait des remarques pleines de suffisance, toujours bien choisies, toujours au moment où le cadet ne pouvait plus supporter le silence. Tu as mis un H à Empire, petit frère. Peut-être voulais-tu écrire humiliation? Vilkas grinçait des dents, le poing serré. Ce n'est pas moi qui confonds domination et soumission dans mes dissertations, répondit-il un jour, la voix tremblante de rage. Théane haussa un sourcil, puis sourit doucement avant de tourner les talons. Cette indifférence attisa la colère de Vilkas, qui se jeta sur lui dans un couloir vide. Il frappa sans avertissement, un poing dans le dos, puis dans les côtes. Mais Théane, plus grand, mieux entraîné, se contenta de l'immobiliser sans violence excessive, le maintenant au sol jusqu'à ce que l'un des gardes intervienne. Lady Bones fut informée, ainsi que la reine et le roi. Théane ne se montra plus durant quelques jours. La préceptrice réprimanda doucement Vilkas quand elle vit que ses parents ne le feraient guère, sans colère, mais avec une fermeté qui le blessa davantage qu'un châtiment. Tu es plus que des poings, tu es un prince, et un prince gagne par l'esprit, pas par l'impulsion. Mais ce ne fut pas la dernière altercation. Au fil des années, les coups de Vilkas gagnèrent en précision, en maîtrise et surtout en audace. Il ne supportait plus la façon dont Théane le provoquait devant le maître d'armes, feignant de l'indifférence quand il l'humiliait à l'entraînement. Alors que lui et sa sœur croisaient le fer dans la salle d'armes, Théane va encore troubler cet instant. Tu tiens ton épée comme on tiendrait un peigne à cheveux. Tu veux recoiffer l'ennemi, petit frère? Vilkas attaqua sans sommation, lançant son épée en direction de Théane dans un geste de rage maîtrisé. Le combat qui s'ensuivit fut bref, brutal, et une fois encore remporté par l'aîné. Ce dernier eut un ricanement dédaigneux et partit d'un pas plein de suffisance. Le cœur du cadet était rongé de frustration et d'humiliation. Rose assistait à ces scènes sans intervenir. Elle connaissait la colère de son frère. Elle la sentait bouillir en lui comme un feu prêt à tout brûler. Mais elle savait aussi qu'il devait apprendre à la canaliser lui-même. Elle n'était pas là pour le sauver, seulement pour l'aimer. Il est temps que j'arrête de t'épargner pour que tu t'endurcisses, mon cher. Elle posa une main compatisante sur son épaule tendue. Comme il ne bougeait pas, elle alla caresser sa joue rugueuse avec douceur. Il se tourna enfin vers elle, ses yeux toujours brûlants sous ses épais sourcils. Elle lui offrit un sourire tendre. Ne le laisse pas t'atteindre ainsi et gâcher notre quotidien. Je suis avec toi et nous n'avons pas fini. Il lui rendit un faible rictus. Sa mâchoire restait crispée. J'ai besoin de sortir de cette pièce. Allons dehors. Il lui prit la main et l'entraîna dans la cour arrière où passaient la plupart des domestiques qui ne vivaient pas au palais. Ici, personne ne viendrait les interrompre. Le soleil tapait déjà fort sur les dalles claires, chauffant la pierre et les épaules. Un parfum de cuir et de sable flottait dans l'air, mêlé à la sève des cyprès bordant la cour. Vilkas s'inclina devant Rose avec un sourire taquin. Elle fronça le nez, joueuse, et lui fit la révérence. Puis le silence fut rompu par les crissements des bottes et le chant métallique des épées qui s'effleuraient, se cherchaient, s'affrontaient. Rose faisait un pas souple sur le côté, son épée tendue comme une extension d'elle-même. Son regard était vif, ses gestes précis. Elle dansait, littéralement. Face à elle, Vilkas fronça les sourcils. « Tu essaies de m'hypnotiser ou de me battre ?» demanda-t-il avec un sourire goguenard avant de tenter une attaque oblique. Rose bloqua le coup sans effort, lame contre lame, les muscles de son poignet ne bougeant presque pas. L'un n'empêche pas l'autre. Tu pourrais au moins faire semblant de me faire transpirer, railla-t-elle en mimant une moue déconfite qui fit rire son jumeau. Elle en profita, tourna sur elle-même dans un mouvement circulaire, fluide, faisant chanter l'air. Son épée claqua contre celle de son frère qui recula d'un pas, malmené. C'est injuste. Tu te bats comme une panthère, commentait-il en reculant.
Moi, j'ai l'air d'un taureau dans l'arène. Elle grimaça, sincèrement cette fois, ayant horreur des divertissements qui entraînaient une quelconque souffrance animale. Il culpabilisa presque, mais feinta de nouveau et réussit presque à la toucher. Mais Rose avait déjà anticipé. Son pied pivota, son poids se déplaça, et dans le même mouvement, elle désarma Vilcas. Sa lame vola avant de retomber mollement dans la poussière. Il jura. Non, corrigea-t-elle avec un sourire en coin, d'un ours qui chasse une abeille à la sortie de l'hiver. Charmant, Vilcas soupira, les bras ballants. Tu penses me laisser gagner un jour, oui ou non? J'ai un ego à préserver. Rose s'approcha d'un pas tranquille, le menton levé, le sourire narquois. Non, je veux que tu sois le plus fort, pas toi. Elle tendit sa lame, la pointe sous son menton, un frisson de fraîcheur malgré la chaleur. Mais Vilcas, joueur, fit mine de se baisser pour ramasser son arme. Rose se raidit une demi-seconde, et là il tenta de lui faucher les jambes avec un balayage rapide du pied. Sauf qu'elle n'était plus là. Dans un mouvement vif, elle sauta en arrière, et avant même qu'il ait le temps de se redresser, elle revint. Son pied frappa sèchement le sol. Elle tourna sur elle-même, une spirale fluide, et dans un jeu de jambes précis, elle passa derrière lui, l'âme posée dans le creux de son dos, sans pression, mais bien présente. Touchée mais non coulée, par miracle, déclara-t-elle triomphante. Vilcas ne bougeait plus, figé, un sourire désabusé sur les lèvres. C'est officiel, tu es mon cauchemar préféré. Rose rit doucement, son souffle court mais maîtrisé. Et toi, mon cobaye éternel et adoré. Elle retira sa lame, fit un pas de côté, puis exécuta une nouvelle révérence moqueuse. Encore une? Ou tu veux qu'on tu veux qu'on passe à la leçon de tressage de panier? Ce serait plus dans tes cordes? Vilcas récupéra son arme, la poussière dans les cheveux l'air faussement vexé. Je te jure, un jour je ferai une pirouette de l'enfer et tu regretteras ce sourire. Je n'attends que cela, mon cher. Tu en es parfaitement capable, mais ta tendance à l'oisiveté te perd. Ma tendance à l'oisiveté? Vraiment? S'exclama-t-il, sa main à son cœur et son visage tordu en une grimace théâtrale. Parfait, j'entraîne aussi ma dignité. Elle est très souple. Ils reprirent leur position, regard allumé, le corps déjà en tension. Un dernier sourire, un dernier regard alors qu'une brise fit flotter leurs cheveux et les feuilles dans les arbres. Leurs jambes bougèrent, en même temps, et l'on entendit bientôt résonner leurs épées qui s'entrechoquaient. La danse reprenait.